BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arthur. Bonjour Apolline. Arthur, vous êtes producteur, vous êtes animateur de télévision. Arthur, c'est un prénom, mais désormais, quand on recherche Arthur sur Internet, ce qui ressort, c'est juif, comme un nom de famille, Arthur, juif. Alors je ne vous invite pas pour parler de géopolitique, mais pour raconter, parce que votre vie a basculé il y a un an, votre vie comme celle de tous les juifs en France ou dans le monde, il y a un an, le massacre du 7 octobre. D'abord, merci d'être venu témoigner ce matin. Est-ce que vous avez hésité à venir parler ? Oui, parce que je me pose la question de savoir si c'est mon rôle. Moi, je suis un entertainer. Et puis parce qu'à chaque fois que je passe à la télévision et que j'évoque ce sujet, je prends un torrent de boue, d'insultes et de menaces. Donc, mais aujourd'hui, c'est un jour tellement important, tellement symbolique, que pour moi, voilà, je trouvais ça essentiel d'être avec vous ce matin. Vous êtes devenu en quelque sorte le porte-parole des Juifs de France. C'est lourd à porter, ça ? Alors, porte-parole, il y a des institutions qui le font très bien. Disons que depuis le 7 octobre, j'ai parlé un peu plus que d'autres et que malgré moi, je me suis retrouvé à porter une partie de la voix de mes coreligionnaires. Mais non, je suis porte-parole de rien du tout. Je suis devant vous en tant que Français, citoyen et juif. Français, citoyen et juif. Jusqu'à présent, vous auriez juste dit français. J'aurais juste dit français, bien sûr. Mais quand vous dites que sur Google, on tape Arthur, il y a juif, et si vous descendez un peu plus bas, il y a marqué média et après fortune. C'est quand même les clichés de l'antisémitisme. Jamais on voyait ça si on tapait mon nom. Et là, c'est tout nouveau, ça fait un an. Vous dites, j'ai beaucoup pleuré. Vous parlez d'un traumatisme à la fois collectif et solitaire. Comment on vit ça ? Écoutez, moi j'ai 58 ans. Le 7 octobre restera la pire journée de toute ma vie. C'est une blessure, une plaie ouverte qui ne cicatrise pas. Comment vous expliquer ? 1200 personnes assassinées, massacrées, éventrées, brûlées, violées, filmées par des terroristes ivres de joie, postées sur les réseaux sociaux. Pour bien comprendre, à l'échelle de la France, c'est 10 fois les attentats que nous avons vécus. C'est comme si 30 000 terroristes étaient rentrés en France et avaient massacré 12 000 personnes. Vous n'imaginez pas le traumatisme que c'est. Le traumatisme parce que Israël est né de la Shoah, où c'est le refuge des Juifs du monde entier. C'est l'endroit où il n'arrivera plus jamais quoi que ce soit aux Juifs du monde entier. Pour la première fois, Israël a été frappé au cœur, et donc ce traumatisme, tous les Juifs du monde entier le vivent désormais. Alors oui, je pleure tous les jours. J'ai pleuré depuis le premier jour parce que mon ADN de Juif s'est mis à bouillonner, mon sang s'est mis à circuler plus vite que d'habitude, et j'ai eu besoin de crier ma colère, crier ma peur, crier mes angoisses, face aux injustices qu'on voit tous les jours, face aux fake news qu'on lit tous les jours. Donc oui, je me suis réveillé un peu plus juif que d'habitude. Un peu plus juif que d'habitude de cette souffrance. Je lisais hier le récit de Boris Cyrulnik qui disait à peu près la même chose que vous. Il disait, alors qu'il a perdu ses parents qui ont été massacrés à Auschwitz quand il avait 4 ans, il disait « C'est aujourd'hui à nouveau que je revis ça et que j'angoisse et que je me sens finalement encore plus juif. » Arthur, votre vie au quotidien a changé ? Oui, un peu, oui. Oui, un petit peu. Je travaille toujours autant, je suis toujours animateur, producteur, mais disons que j'ai perdu un peu de mon activité puisque je suis accompagné, protégé 24 heures sur 24. Et que, là où à une époque je pouvais descendre prendre un café comme ça, sans prévenir avec des copains, maintenant c'est toute une organisation. Voilà, c'est parce qu'il y a les injures, parce qu'il y a les torrents de boue, comme vous dites, mais parce qu'il y a les menaces. Oui. Oui, je vais une fois par semaine au commissariat du 16e déposer une clé USB avec toutes les menaces que je reçois et toutes les insultes. Toutes les semaines ? Oui, depuis le 7 octobre. Et pendant que je vous parle, je vous invite à aller voir sur votre compte X le nombre de messages que vous allez recevoir me concernant. Vous savez, moi, je suis le seul juif de TF1. Ça fait 30 ans que des millions de gens me regardent, donc il y a malheureusement, mathématiquement, une petite partie de gens qui me détestent. Est-ce que vous avez perdu des amis ? Ah, je peux vous dire que quelques jours après le 7 octobre, mon téléphone a cessé de sonner. J'ai perdu des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais j'ai rencontré des gens formidables.
Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Ça veut dire que... Il y a même plus de dialogue, il y a même plus Ça veut dire d'amitié, que il y a plus... c'est pas une question d'amitié, c'est que l'empathie, ça s'invente pas. L'humanisme, ça s'invente pas. Et j'ai des amis que je considérais être des amis d'ailleurs, qui en ont manqué cruellement. Arthur, quels sont les réflexes désormais adoptés par les Juifs de France? C'est-à-dire qu'évidemment, vous, votre visage est connu, vous ne pouvez pas vous fondre dans la foule. Mais on entend évidemment que face à l'explosion du nombre d'actes antisémites, je reviendrai notamment sur ceux qui touchent les plus jeunes, à l'école, les Juifs tentent de cacher leur identité. Oui. Ça veut dire quoi au quotidien? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la publicité que nous avons faite avec Maurice Lévy, où en 1 minute, on a essayé de résumer le quotidien de la communauté juive de France. Ça commence par retirer la mezouza de sa porte. Ça commence par changer son nom quand on réserve un taxi ou une commande de Deliveroo. C'est ranger son étoile de David. C'est pour certains ne plus aller à la fac, faire les cours par correspondance. C'est une peur dans cette communauté, une peur nouvelle et que nous découvrons chaque jour un peu plus et nous vivons chaque jour un peu plus. Et je voudrais donner les chiffres puisque l'Éducation nationale a recensé 3600 actes racistes et antisémites dans les écoles, les collèges et les lycées en 1 an. Et la moitié de ces actes sont des actes antisémites, la moitié des actes racistes et antisémites, alors qu'il n'y a aujourd'hui que 60 000 enfants juifs dans les écoles sur 12 millions d'élèves en France. Oui, mais les chiffres à eux seuls, ils cristallisent la moitié des exactement, insultes mais et des ça menaces. correspond aux statistiques nationales. Aujourd'hui, la communauté juive représente à peine moins d'1% de la population française, et pourtant 55% des actes de violence et de racisme sont à l'encontre de la communauté juive. Après le 7 octobre, les agressions antisémites, les actes antisémites ont progressé de 1000%, et encore aujourd'hui, en 2024, on est à plus de 300%. Est-ce que c'est un antisémitisme nouveau? Est-ce que c'est une façon d'avoir décomplexé un antisémitisme qui était déjà là? J'ai l'impression que c'est un mix. On est loin des relents de l'antisémitisme d'après la Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression que cet antisémitisme, il a basculé vers l'extrême gauche, vers la gauche. Et c'est aussi certainement lié à ces hommes politiques. Je parle de la France insoumise, qui ont importé ce conflit pour en faire un élément de de clientélisme, de clientélisme auprès d'une certaine population. Ils ont perdu les ouvriers, ils se sont dit on va aller chercher les gens qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Mais je crois que ce qui me révolte le plus, c'est que c'est un antisémitisme plus jeune. Et je pense que c'est lié aux réseaux sociaux. C'est lié au fait que sur TikTok, sur X, il y a une déferlante, une orgie antisémite qui n'est pas contrôlée. Et je pense qu'il est temps, et ça aurait été le bon jour aujourd'hui, qu'on explique à toute cette génération que l'antisémitisme est puni par la loi. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie. C'est ce qu'on dit d'ailleurs ce matin quand vous dites que vous apportez chaque semaine votre clé USB aux policiers avec le recensement de toutes les insultes dont vous êtes victime. Est-ce qu'il y a des suites? Est-ce que des personnes ont été condamnées? Oui. Moi, dans mon cas, il y a des personnes qui m'avaient menacé de mort, qui ont été mis en examen, qui ont été en garde à vue et qui ont été condamnées. Oui, tout à fait. Donc, malgré tout, la justice passe? Ah oui. Elle passe pour moi, peut-être parce que je suis un peu plus connu, un peu plus rapidement. Mais elle doit passer pour tout le monde de toute façon. Et ce traumatisme... Et surtout, si je puis me permettre, si jamais vous êtes victime d'antisémitisme, portez plainte. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a que 20% de la population juive qui ose porter plainte. Okay? Parce qu'ils ont peur des représailles? Parce qu'ils ont peur, bien entendu, ou parce que peut-être qu'ils ne croient pas à la justice, j'en sais rien. Mais il faut le faire, il ne faut pas lâcher sur ce point. Au point qu'un grand nombre de Français juifs se sentent presque plus en sécurité en Israël qu'en France. Je voudrais qu'on écoute le témoignage ensemble de Nathan. Nathan, il a 19 ans, il était habitant de Rouen, puisqu'il a décidé de partir, traumatisé par l'incendie de la synagogue. Il a été lui-même menacé, il quitte donc la France. Écoutez. Je me suis fait agresser il y a quelques mois par quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait recommencer la Shoah parce qu'on n'avait pas tous été exterminés. En 1 an, j'ai vécu plus que le reste de ma vie. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Il s'est dit qu'il fallait qu'il parte. Sa mère, qui témoignait aussi sur RMC ce matin, a considéré qu'il était plus en sécurité dans un pays en guerre, Israël, qu'en France. Moi, je ne veux pas croire cela. Je ne veux pas l'imaginer. Moi, je ne quitterai pas la France. La France, c'est mon pays. La France se doit de nous protéger, nous les Juifs, comme tous les autres d'ailleurs. Mais non, il est hors de question de quitter la France. Est-ce qu'on est plus en sécurité en Israël? C'est peut-être un sentiment. J'y vais très régulièrement. Vous savez, j'ai produit le documentaire sur le festival Nova. Donc j'y suis allé pour travailler.
J'ai produit et travaillé sur une exposition qui a été... Qui est en ce moment lieu exactement à Tel Aviv. Au musée d'art moderne de Tel Aviv. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'être chez soi quand on arrive en Israël pour certains juifs qui rassure. Mais il y a une insécurité en France, c'est certain, mais il ne faut pas quitter la France. Mais vous restez optimiste, vous n'y avez même pas pensé. Mais on n'a pas le choix que d'être optimiste. Je veux dire, aujourd'hui, le peuple israélien joue sa survie. Donc, on doit se battre. On doit retrousser nos manches et faire en sorte que ce fléau, ce cancer qu'est l'antisémitisme, soit éradiqué d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, Arthur, vous l'avez sans doute entendu, vous disiez d'ailleurs qu'une partie de la gauche attisait cela. Ouais. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, parle de Jean-Luc Mélenchon comme d'un homme qui a redonné, je cite, une caution politique à l'antisémitisme dans notre pays. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Regardez les messages sur les réseaux des députés de la France Insoumise. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des travaux palestiniens. Je veux dire, c'est mettre de l'huile sur le feu en permanence. C'est exploiter, le malheur d'une situation, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, à des fins politiques. C'est inadmissible. Quand moi je l'ai vu avec Rima Hassan le soir des législatives et son kéfier au journal de 20h, on marche sur la tête. C'était une provocation, c'était pas anodin, c'est pas par hasard. C'est une provocation. Comme chacun des messages de la France Insoumise sur le réseau, ce sont des provocations. Pourquoi sont-ils focus sur Israël? Pourquoi jamais un message sur ce qui se passe au Yémen, au Soudan, partout dans le monde? Je veux dire, des malheurs, il y en a partout dans le monde, des guerres, il y en a partout dans le monde, mais ils sont omnibulés par Israël. On sait très bien pourquoi. Arthur, votre exposition à Tel Aviv, c'est aussi en réponse aux artistes israéliens boycottés. On se souvient bien sûr de la chanteuse de l'Eurovision, Eden. Eden Golan, oui. Vous le vivez comme une injustice, ça? Une injustice de plus, j'ai envie de dire. Oui. En plus, les artistes israéliens qui ont été boycottés sont tous de gauche, sont tous contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est une bêtise de vouloir les boycotter. Mais moi, si j'ai monté cette exposition, c'est parce que je considère que les artistes ne mentent jamais. Et dans un monde où on dénie, ou un monde où on a dû justifier les viols et les massacres, l'art va, pour des générations et des générations, raconter la vérité. Et c'était ça, cet objectif, parce que le trauma du 7 octobre va durer des années. Il va durer des années? Vous avez l'impression que c'est pas un jour, le 7 octobre, c'est une année déjà? Non. Pour moi, c'est un jour sans fin. Et je pense qu'il faudra des générations pour que nous remettions de ce pogrom. Des générations pour que nous remettions de la haine juive, anti-juive dans le monde entier. Je pense que personne n'aurait imaginé que cet antisémitisme dormant surgirait avec tant de force et de partout. Et je pense qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de temps pour s'en remettre. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes, Arthur? Les jeunes juifs de France? Ils sont inquiets, ils sont volontaires, ils n'ont pas envie de se laisser faire, mais ils ont peur. Ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs parents, ils ont peur d'aller à la fac. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de courage derrière tout ça. Et c'est important, parce que c'est à eux de changer le monde. Je voudrais qu'on parle des otages. Vous accompagnez, et vous avez accompagné dès le début, Arthur, des familles d'otages dans leur quête et leur combat. Elles en sont où, ces familles, aujourd'hui? Tout à l'heure, vous disiez que je pleurais tous les jours. Je pleure tous les jours avec elles. Encore hier, j'étais avec Ayelet Samerano, la mère du jeune homme qui a été tué, assassiné par les soldats du Hamas et dont le corps a été enlevé par les employés de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est cette agence de l'ONU dont Israël a d'abord pointé la responsabilité, la complicité. Ah oui, la responsabilité, la complicité. Et puis, dans les horreurs du 7 octobre. Et ça a été prouvé. Et donc j'étais hier avec elle et on s'est pris dans les bras. Je crois que ça a duré 5 minutes et j'ai ressenti la douleur, la colère, la tristesse d'une mère pour son enfant. J'étais avec Daniel Toledano à Paris. Nous étions ensemble quand il a reçu le coup de fil. On lui a annoncé la mort de son frère. Moi, ces otages, ces familles d'otages, je les ai rencontrés les unes après les autres. Nous les avons fait venir en France. Nous les avons présentés aux politiques. Nous les avons emmenés chez les présidents, les différents présidents, les anciens premiers ministres. On a essayé d'alerter la communauté. On a fait venir les familles d'otages juifs, mais aussi les familles d'otages musulmanes. Il n'y a pas que des juifs qui sont otages actuellement à Gaza. Et je me suis attaché à ces familles. Et chaque jour, on apprend encore aujourd'hui qu'un otage meurt. Et j'ai l'impression que c'est désormais un membre de ma famille qui meurt. Et on l'a appris d'ailleurs il y a moins d'1 heure. Oui. Maintenant, l'un des otages a été annoncé mort ce matin. Et ce qui me révolte,
c'est qu'il y a, en plus des 43 Français qui sont morts, il y a 2 otages français qui sont encore, Ohad et Ofer. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, quand je mettais le journal de 20h il y a 20 ans, je voyais les photos des otages, on comptait le nombre de jours. Je porte ce pin, il veut rien dire, il veut juste dire... C'est un pin jaune que vous portez. C'est un ruban jaune qui veut dire rendez les otages, laissez-les rentrer à la maison. Il n'y a rien de politique là-dessus. Normalement, aujourd'hui, tous les journalistes, toute la France devrait porter ça. Il y a des otages français. Alors, je peux comprendre qu'on puisse ne pas être intéressé et concerné par les otages des autres nationalités, mais il y a des Français. Et on ne fait rien. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre et rien n'est fait. Dans les écoles, ça aurait été l'occasion d'expliquer ce qu'est l'antisémitisme. Ça aurait été l'occasion de montrer ce qui s'est passé le 7 octobre et aussi de montrer ce qui se passe à Gaza. Mais il y a une espèce de silence, comme une peur, comme si on voulait faire du en même temps quelque chose qui allait nous protéger d'un quelconque conflit, comme si la rue allait s'énerver si on parlait du sujet. Moi, je pense, et c'est important, qu'il faut se souvenir chaque jour qu'il y a des Français qui sont détenus dans des conditions horribles, dans des tunnels à Gaza. Qu'est-ce qu'on se dit entre Juifs de France quand on se croise, quand on se retrouve? On n'a pas besoin de se parler. Un regard suffit. Moi, j'étais au restaurant hier soir, la table d'à côté, on s'est regardé et au travers des yeux, il y a une espèce de solidarité. Alors moi, les gens me disent merci, je ne sais pas pourquoi, ça me fait plaisir et tant mieux, mais on se soutient. C'est presque physique. Nous sommes blessés dans notre chair et on se sent un peu seul face à cette violence antisémite. Attention, la France n'est pas antisémite. On sait très bien que, et d'ailleurs un sondage l'a prouvé, que plus de 80% des Français désapprouvent le massacre du 7 octobre. Enfin, il y a eu beaucoup de mots. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que 20% ne c'est désapprouvent 86 pas. Exactement. C'est pas qu'ils ne désapprouvent pas, mais c'est qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils ont une opinion différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de discours. Il est temps de passer aux actes. Il est temps de montrer, comme on dit, il y a de l'amour, nous on veut des preuves d'amour. Ce soir, il y aura une soirée d'hommage et de souvenirs. Vous êtes très engagé dans l'organisation de cette soirée. Il y aura des ministres, il y aura des anciens présidents, il y aura le Premier ministre qui devrait s'exprimer ce soir. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, de Michel Barnier? Qu'est-ce que vous attendez des politiques? Écoutez, ce soir, c'est une cérémonie d'hommage. C'est pas un meeting politique. Le Premier ministre français va s'exprimer. Il y aura, je crois, une bonne partie du gouvernement et des anciens présidents, des anciens premiers ministres. C'est une soirée de recueillement. Je pense pas qu'on va trouver des solutions ce soir, mais j'attends. Vous attendez tout grand-chose, j'ai l'impression, si je suis honnête. Je suis un peu désabusé. Mais j'espère qu'on va entendre un message qui va non seulement nous rassurer, mais nous conforter dans le fait que la France a toujours été derrière les Juifs de France. Quand vous dites « j'attends des actes », quels sont les actes concrets qui manquent là aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand un député fait une déclaration antisémite, il faut le condamner. Il ne faut plus rien laisser passer. C'est ça les actes. Il faut prendre des mesures concrètes pour lutter. Quand un gars fait une déclaration sur les réseaux, il doit être condamné. Et s'il doit aller en prison, qu'il aille en prison. Il faut arrêter avec le laxisme. Mais vous l'avez remarqué, avec l'antisémitisme et toutes les formes de racisme aussi, je le précise. Il y a une forme d'ambiguïté parce qu'ils ont créé une espèce d'antisémitisme d'atmosphère. C'est-à-dire que pénalement, c'est pas répréhensible parce qu'ils disent antisionisme, mais on sait très bien ce qui se cache derrière ces mots. On va pas se mentir. Et c'est être hypocrite de faire semblant de ne pas le voir. Donc, il y a un moment, il faut prendre des mesures concrètes. Arthur, une dernière question, parce que c'est la semaine du Nouvel An juif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année qui vient? Déjà que tous les otages rentrent à la maison, que cette guerre s'arrête et que ces morts chaque jour en Israël, comme à Gaza, que ces drames s'arrêtent. Parce que on parlait d'empathie, j'ai la même empathie pour les enfants qui meurent à Gaza que pour ceux qui meurent en Israël. Il est temps que ce cauchemar s'arrête et qu'on reprenne une vie normale. Il est temps que ce cauchemar s'arrête. Merci Arthur. Merci. Français, citoyen, juif, dans cet ordre-là, donc producteur, animateur de télévision, bien sûr, d'avoir témoigné de votre quotidien ce matin sur RMC, en ce matin du 7 octobre.